Combien de temps pouvez-vous tenir sans salaire? Vous êtes-vous déjà posé la question? Imaginez vous perdez votre travail aujourd'hui. Comment ferez-vous? Est-ce que vous savez si vous êtes capable de tenir une semaine, un mois, 3 mois ou plus? Avez-vous déjà pensé à ça? Vous êtes-vous déjà préparé pour ce genre de situation? Et si oui, avez-vous un fonds d'urgence? Dans ce podcast, je vais vous partager des astuces pour bien budgétiser et pour épargner. Bienvenue sur Tikook, l'échelle qui vous accompagne vers votre croissance personnelle. Je m'appelle Stella et je suis passionnée de finances personnelles depuis plus de 20 ans. J'ai vu une étude du World Risk Poll qui mesure la capacité des personnes à pouvoir vivre sans revenu. Et quand j'ai regardé les données pour la partie Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, il s'avère qu'un tiers des personnes pouvaient tenir maximum une semaine, un autre tiers maximum un mois, et finalement, à plus d'un mois, il y avait moins de 30% de personnes qui pouvaient tenir. Malheureusement, il n'y a pas plus de détails pour affiner encore plus les personnes au-delà d'un mois pour pouvoir savoir si on parle de 2, de 3, de 6 mois ou de plus. Quand on regarde par contre les pays européens, c'est l'inverse. Là-bas, plus de 80% des personnes peuvent tenir plus d'un mois et seulement entre 15 et 20% selon les pays tiendraient moins d'un mois. Le système est bien sûr différent. Chez nous, il n'y a pas d'aide, pas d'allocation familiale, pas d'aide de l'État. Donc, quand on perd ses revenus, que ce soit un emploi salarié ou une activité de tous les jours, on n'est pas forcément sûr. Au-delà des indemnités que vous pourriez avoir si vous étiez salarié et que, par exemple, le licenciement serait abusif, il n'y aurait pas d'autres aides. Et quand on est à son propre compte, par exemple, comme nos mamans au marché qui travaillent et qui gagnent un salaire journalier ou les personnes qui sont sur les chantiers, quand ils perdent leur emploi, il n'y a pas forcément d'aide ou d'indemnité qui est prévue et du coup, il n'y a plus de revenus. Et ceci aussi explique probablement pourquoi on a un fort taux de personnes qui ne seraient pas capables de tenir une semaine ou un mois en cas de perte de revenus. Maintenant, si vous perdiez votre salaire demain, combien de temps pourriez-vous tenir? Posez-vous la question, car ça pourrait arriver, et même si ça n'arrivait pas, vous n'avez pas beaucoup de choix que de vous accrocher à votre travail. Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, il est très important d'avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence sert à plusieurs choses. À pouvoir l'utiliser en cas d'urgence, donc en cas d'événement que vous n'aurez pas pu prévoir, mais également vous donne une certaine liberté pour faire certains choix. Si je prends l'exemple du travail, le fait d'être obligé de travailler pour avoir un salaire et de ne pas avoir peut-être une période pendant laquelle vous pourriez respirer si jamais vous perdiez votre travail, vous force à rester dans un travail qui pourrait ne pas vous plaire, qui vous force à rester peut-être dans un environnement toxique, vous force à vous accrocher à l'emploi que vous avez aujourd'hui. Le fait d'avoir un fonds d'urgence ou d'avoir un patrimoine d'un certain niveau vous donne aussi la latitude de pouvoir quitter un environnement qui ne vous plaît pas, mais aussi de pouvoir faire juste des pauses. L'environnement peut vous plaire, mais vous avez besoin de prendre peut-être des pauses. Vous avez une certaine liberté que vous n'avez pas quand vous n'avez rien. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas dépendre seulement de son salaire. Et donc, pour remédier à cela, il faut travailler sur sa capacité d'épargne et sur sa capacité d'investissement. Aujourd'hui, le focus sera fait sur le budget et sur l'épargne. On verra les investissements une prochaine fois. La base de tout ça, c'est de savoir budgétiser et de savoir tenir son budget. Donc pour faire simple, on va parler d'entrée d'argent. D'entrée d'argent, je considère tout ce qui est revenu, tout ce qui est salaire, tout ce qui est aide, etc. Donc la base de tout, c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Ça, vous le lirez partout. C'est vraiment la base, c'est très simple. On doit dépenser moins que ce que l'on gagne. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître basique, mais c'est un bon rappel parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et quand on vit au-dessus de ses moyens, on se tue financièrement. Il faut le savoir. On se tire une balle et on tire une balle sur notre avenir quand on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc je le répète encore, la base, c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne et d'avoir toujours un reliquat de disponible pour pouvoir faire des projets avec. Dans ma vidéo concernant les 7 niveaux de liberté financière, j'avais déjà parlé de l'importance du budget, de la règle de 50-30-20 et de ma règle de 50-20-20-10. Donc ici, je vais encore en reparler. Et donc, la base, c'est de commencer par lister toutes vos dépenses. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre vos dépenses, il faut commencer par lister les dépenses. Donc,
pouvez décider de faire l'exercice, par exemple, pendant un mois, pendant plusieurs mois. Vous listez tout ce que vous dépensez pour avoir une idée d'où va votre argent. Et ensuite, vous allez classer toutes ces dépenses-là dans 4 rubriques. On va commencer par les besoins, vraiment les besoins essentiels, les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre, le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Ensuite, vous allez classer les envies, donc les restaurants, les habits, les cinémas, les voyages, etc. Ensuite, vous allez classer toutes les aides que vous apportez à votre famille, à vos amis, à votre entourage, donc toutes les personnes qui sont hors de votre foyer. Et ensuite, vous allez classer les épargnes et l'investissement. Donc, ces 4 rubriques-là. Maintenant, dans les besoins, vous avez la possibilité de classer encore en 2. Les charges fixes, donc les montants fixes qui ne varient jamais d'un mois à l'autre, et les charges variables, donc les montants qui varient. À vous de voir. Vous pouvez éclater donc le besoin en 2, charges fixes, charges variables, ou décider juste de les mixer. Et une fois que vous avez cette répartition-là, ça va vous donner une idée des pourcentages. L'idéal que je recommande, c'est d'avoir 50% sur les besoins, 20% sur les loisirs et les plaisirs, 20% sur l'épargne et les investissements et 10% pour les aides et les dons. Ceci, c'est une recommandation qui est générique, qui est tirée de la règle des 50-30-20. Bien évidemment, pour moi, quand vous commencez à gagner beaucoup, vous devez revoir ça. Et en fait, le taux qui est attribué aux épargnes et aux investissements doit augmenter à 30-40%. Pour ceux qui sont très courageux, ils peuvent même monter jusqu'à 50%. Il y a également une autre façon plus simple, si vous ne voulez pas avoir forcément ce breakdown détaillé, c'est de vous dire il y a au moins 20% pour l'épargne et l'investissement, 80% pour le reste. C'est à vous de voir. Ce qui est sûr, c'est que le seul indicateur clé qu'on veut vraiment garder, c'est le pourcentage pour l'épargne et l'investissement. Donc voilà. Donc vous pouvez décider de faire très simple et de regarder juste la règle des 80-20 ou d'avoir quelque chose de plus détaillé. Et là, vous allez regarder la règle des 50-20-20-10. À vous de voir. Vous êtes libre. Maintenant, comment on gère chacune de ces rubriques-là, notamment la rubrique des besoins. Donc, en France, par exemple, il y a une règle qui est que le loyer ne doit pas dépasser un tiers de ce que vous gagnez. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous gagnez 500 000, votre loyer ne devrait pas dépasser environ 165 000. Si vous gagnez 1 million, votre loyer ne devrait pas dépasser 330 000. Moi, je dirais qu'en Afrique, on ne devrait pas être sur un tiers, mais sur 25%. Mais encore une fois, je vais commencer, quand je dis 25%, c'est que je vise des salaires qui sont déjà autour de 350 000 en montant. Quand on gagne 60 000, 70 000, ça va être très difficile de respecter ça parce que les loyers sont chers et qu'on ne pourra pas respecter ces ratios-là. Donc là, je parle vraiment à des cadres. Donc j'imagine qu'on est sur des personnes qui avaient au minimum 350 000 en montant, 500 000, 1 million, 2 millions même pour ceux qui sont sur des postes de senior management, des postes de directeur, etc. Donc voilà. Quand on commence à monter, pour moi, les ratios sur la partie loyer doivent diminuer et les ratios sur la partie investissement ou épargne doivent augmenter. Si on met 25% pour la maison, les 25 autres pourcents, ça va être pour les autres charges, en fait, l'eau, l'électricité, la nourriture pour la maison, la scolarité pour les enfants, etc. Okay? Et donc là, on a les premières 50%. Ensuite, on a les 20 autres pourcents, et ceux-là, c'est ce que je dis, vous pouvez décider de les mixer avec les premiers autres 50 ou de les avoir à part. Ça va être les loisirs. Donc, combien vous affectez, par exemple, pour les voyages. Si vous voulez faire un voyage par an, vous pouvez commencer à économiser dès le début d'année et tous les mois mettre un certain montant. Combien vous allez mettre pour les sorties, les restaurants, combien vous allez mettre pour les vêtements, pour le cinéma, etc. etc. Okay? Ensuite, 10% dons et l'aide familiale. Donc, tout ce qui va être cotisation pour des mariages, cotisation pour des funérailles, aide scolaire pour la rentrée, aide pour monter un business, voilà, tout ce que vous voulez pour votre entourage. Et ensuite, les 20% pour l'épargne et pour l'investissement. Alors, c'est vrai que je parle en dernier de la partie épargne et investissement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous recevez votre salaire ou quand vous recevez vos revenus, la première chose que vous allez entendre tout le monde dire, c'est de vous payer vous-même. Vous payez vous-même, ça veut dire quoi? C'est que dès que votre argent arrive, la première chose que vous faites, c'est de prendre l'argent que vous allez épargner ou investir et de le mettre de côté, avant même de penser à toutes les charges de la maison, etc. Okay? Donc la première chose quand l'argent vient, c'est d'abord de mettre l'argent de côté. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous pouvez, si vous avez par exemple un compte, l'automatiser. Vous pouvez décider de l'automatiser et décider d'un montant qui, tous les mois, vont être virés sur votre compte d'épargne. Si vous recevez plutôt votre salaire en cash ou vos revenus en cash,
Dès que vous recevez, vous comptez le pourcentage que vous souhaitez mettre de côté, vous le mettez dans une enveloppe et vous le mettez quelque part que vous allez oublier pendant un moment. Pour éviter des dépenses, je dirais, un peu bêtes ou un peu futiles, évitez au maximum de faire des prêts à la consommation. Évitez au maximum de faire un prêt pour acheter des biens que vous allez consommer tout de suite. Donc, des biens dont la valeur va disparaître, voire va diminuer. Et vous prenez un prêt sur lequel vous allez payer des intérêts. Donc, le montant où vous aurez acheté ce bien qui, lui, la valeur baisse, va augmenter. Parce que quand vous empruntez, vous payez des intérêts. Donc, si vous avez pris par exemple 100, ou arrivé à un moment, vous allez peut-être payer 110 ou 120 pour quelque chose dont la valeur réelle, elle est que de 100 et qui, en fait, dans le temps, va diminuer. Ça veut dire que, exemple, quand vous achetez une voiture neuve, dès que vous sortez du concessionnaire, la valeur de la voiture est diminuée. Dans les études américaines que j'ai lues, on dit que dès que vous sortez du concessionnaire, la voiture perd 30% de sa valeur. Et donc, dans le temps, sa valeur va diminuer. Donc, pour ça, on ne va pas aller faire des prêts. Si vous voulez acheter des habits, à moins que ce soit à taux zéro, donc plutôt un paiement en plusieurs fois, je ne vous recommande pas de faire un prêt. Le paiement en plusieurs fois, si c'est un taux zéro, peut être intéressant, plus pour gérer votre argent et pour lisser les choses dans le temps. Mais s'il y a un taux d'intérêt à payer derrière, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas longtemps, c'était la rentrée, et j'étais surprise de découvrir des parents qui se laissent surprendre par la rentrée. Et donc, ils se disaient, ah mon Dieu, je dois payer l'école, je dois payer les fournitures, etc. Et je me disais, mais chaque année, en fait, il y a la rentrée. Chaque année, il faut payer les frais de scolarité. Chaque année, il faut payer les fournitures. Et normalement, c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour penser à la rentrée, en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant dans vos charges de pouvoir lisser tout cela. Et vous savez que tous les mois, vous devez mettre de côté pour l'école. Et donc, au moment de la rentrée, vous prenez dans votre enveloppe pour payer les frais de scolarité. Sachant que la plupart des écoles proposent de payer les frais de façon fractionnée. Donc, ça veut dire que vous pouvez payer par mois ou par trimestre. Et donc, vous avez suffisamment de temps pour mettre tous les mois un peu de côté pour qu'au moment de l'échéance, vous ayez les moyens. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à budgétiser, en fait. C'est pour anticiper aussi toutes les dépenses récurrentes que vous pouvez avoir. Quand on parle de récurrence, ça peut être une récurrence mensuelle, comme une récurrence trimestrielle, comme une récurrence annuelle. Avant de faire un achat, posez-vous la question, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Est-ce que vraiment, vraiment, c'est important que je l'achète? Et comme on dit, évitez des achats coup de tête. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et il est recommandé d'attendre aussi quelques jours avant d'acheter. Donc, vous voulez acheter quelque chose, vous le voyez là tout de suite. Vous attendez peut-être le lendemain, 2-3 jours après. Est-ce que l'envie, elle est toujours là? Est-ce que le besoin, il est toujours là? Et d'ailleurs, faites attention, j'ai dit envie avant de dire besoin, ce qui n'est pas bon. Est-ce que le besoin est là et est-ce que ce n'est pas justement une envie? Si c'est une envie, ça veut dire que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, essayez de vraiment vous challenger quand vous faites des dépenses pour éviter de trop dépenser. Donc, par rapport à ce qu'on vient de se dire, allons sur une hypothèse où vous gagnez par exemple 500 000. Donc, dans les 500 000, ça veut dire qu'à peu près pour la maison, vous devez être autour de 125 000. Pour la nourriture, pour les charges de la maison, l'électricité, etc., vous serez encore à un autre 125 000. Ensuite, donc, ce qui nous fait déjà 250 000. Pour tout ce qui va être loisirs, plaisir, donc tout ce qui va être restaurant, etc., vous avez un 100 000. Pour tout ce qui est épargne, investissement, vous devez mettre 100 000 de côté. Et pour tout ce qui va être familial ou aide pour les autres, vous allez mettre 50 000 de côté. Et donc, tout ça, ça fait 500 000. Donc, je récapitule. 125 000 pour la maison, 125 000 pour les autres charges, 100 000 pour tout ce qui est loisirs et plaisirs, 100 000 pour l'épargne et l'investissement et 50 000 pour les aides familiales et les aides et les dons. Si vous gagnez 1 million, ça donne 250 000 de loyer, 250 000 pour les charges de la maison et du foyer, 200 000 pour les loisirs, 200 000 pour l'épargne, 100 000 pour la famille et les dons. Et quand vous commencez à gagner plus d'1 million, c'est là où je commence à changer les ratios. Imaginons que vous gagnez 2 millions. Je vais commencer à me dire que pour la maison, on sera plus entre 300 et 400 000. Donc là, vous descendez entre 15 et 20%. Pour la maison, pour la famille, vous avez le choix de vous dire, je reste à 10%, donc à peu près 200 000 pour la famille, ou de vous dire, je vais réduire ça à 5% et donc 100 000 par exemple.
Ensuite, vous avez les loisirs. Pareil, est-ce que vous restez à 20%, dans l'équivalent de 400 000, ou est-ce que vous réduisez? Et c'est là où la partie investissement et épargne va aussi être intéressante, parce que là, soit vous dites, je reste à 20% et je suis autour de 400 000, ou non, puisque j'ai commencé à diminuer les taux sur les autres postes de dépenses, là, à ce moment-là, je pourrais peut-être monter à 30% ou à 40%. Et là, vous pourriez monter donc à 600 000 ou à 800 000 d'épargne ou d'investissement. Plus vous gagnez, plus vous allez remodeler ces taux-là, mais pour le mettre à l'avantage de la partie épargne-investissement. Beaucoup de gens, au contraire, plus ils gagnent, plus ils vont augmenter les taux sur la partie loisirs, sur la partie dépenses. Et ça ne fait pas forcément sens, parce que déjà, le taux de base sur le montant qui est plus grand fait que vous dépensez déjà plus en fait pour vous. Donc, vous devez commencer à rationaliser là-bas un petit peu. Et ça ne veut pas... Et rationaliser là-bas sur un montant plus élevé ne veut pas dire que vous baissez votre niveau de vie. Au contraire, l'enveloppe, elle est plus large, le montant que vous dépensez, il est plus grand. Donc, vous augmentez votre niveau de vie. Mais vous n'êtes pas obligé de l'augmenter aussi vite que vos revenus augmentent en fait. Donc, attention à cela. Maintenant que cette partie budget est un peu plus claire, donc nous allons d'abord parler du fonds d'urgence, qui pour moi est le plus important à rapidement mettre en place. Les études recommandent d'avoir minimum entre 3 et 6 mois. Ensuite, plus vous allez monter dans l'échelle de la liberté financière, et puis vous allez vouloir augmenter ce montant de fonds d'urgence et passer peut-être à 12 mois ou à 24 mois. Ce fonds d'urgence peut être conservé de plusieurs façons à partir du moment où vous dépassez le seuil des 6 mois. Donc, le montant entre 6 et 12 mois va dépendre de votre profil de risque. Si vous avez une aversion au risque, je vous recommande de le laisser sur un compte d'épargne rémunéré. Si vous avez une propension au risque qui est élevée, vous pouvez commencer la bourse et aller sur les marchés boursiers pour des actions, des ETF, ce genre de choses. Donc, ça va dépendre de vous. Les montants entre 12 et 24 mois, là, vous pouvez vous permettre de le mettre par exemple sur un compte d'épargne bloqué. En général, la rémunération, elle est plus élevée et la durée de blocage commence à 1 an. Donc, s'il y a un problème au bout d'1 an, vous pouvez récupérer. Vous aurez votre montant de la première année qui sera disponible, qui pourra vous faire tenir. Et si jamais vous n'avez pas réglé vos problèmes d'ici là, le déblocage sera déjà disponible et vous pourrez récupérer cet argent-là. Donc, soit vous le mettez là-bas, soit vous... L'autre solution, c'est d'investir, par exemple, sur des terrains. Et après, avec la plus-value, vous pouvez revendre les terrains. Bien sûr, des terrains titrés, s'il vous plaît, pour éviter tout type de conflit. Vous pouvez le mettre sur une assurance vie. Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi aller au niveau de la bourse. Bon, voilà, il y a plusieurs solutions pour des périodes de 1 an. Donc, combien de temps il nous faut pour économiser 3, 6, 12 ou 24 mois de charges? Donc, tout va dépendre du montant de votre salaire et du montant de vos charges. Si je prends un exemple simple, considérons que vous avez un salaire qui est à 100% et que vous allez mettre de côté 20% et donc vous considérez que l'équivalent de ce que vous aurez besoin par mois, c'est le 80% parce que vous voulez maintenir par exemple un niveau de vie même si vous êtes à risque. Donc, pour avoir 3 mois sur la base de 80% de votre salaire, il va vous falloir en fait 1 an d'économie. Okay? Donc, pendant 1 an, vous allez économiser. Si vous voulez 6 mois de fonds d'urgence, ça va être 2 ans. Si vous voulez 1 an, ça va être 4 ans. Si vous voulez 2 ans, ça va être 8 ans. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, si vous dites non, vous décidez de mettre, par exemple, 40% de vos revenus de côté. En 3 mois, pour 3 mois d'épargne, vous l'aurez mis en 4 mois et demi. Pour 6 mois d'épargne, vous aurez mis de côté en 9 mois. Pour 1 an d'épargne, vous l'aurez mis de côté en 1 an et demi. Et pour 2 ans d'épargne, vous l'aurez mis de côté en 3 ans. Donc, vous voyez, plus vous faites d'efforts et vous mettez de l'argent de côté tôt, et plus vous êtes capable de mettre de côté beaucoup d'argent. Et en fait, la même technique que je viens de vous présenter pour le fonds d'urgence peut être utilisée pour mettre de l'argent de côté pour un projet. Et vous voyez, plus vous faites d'efforts et plus sur un temps court, vous pouvez mettre beaucoup d'argent de côté pour des projets. Donc, c'est vraiment à vous de voir. En début de carrière, je peux comprendre qu'on ne soit pas forcément focus sur l'épargne. Parce qu'on commence la vie active et peut-être qu'on commence cette vie active avec des dettes. Ça peut être des prêts scolaires au niveau de la banque ou même votre famille qui sont endettée dans les tontines, etc. pour que vous puissiez étudier. Et donc, il faut rembourser tout ça. Je comprends aussi qu'après la vie d'étudiant, où c'est peut-être un peu chaud, on se dit non, maintenant je vais profiter, j'ai de l'argent, je vais augmenter mon niveau de vie, je vais voir... pourquoi j'ai étudié pendant toutes ces années, etc., etc. Et je comprends qu'il n'y a pas forcément l'intelligence dès le début de carrière d'investir ou d'épargner. Ça, je le comprends.
Maintenant, je pense qu'après 3 ans, maximum 5 ans dans la vie active, il faut commencer à réfléchir à comment je me constitue un patrimoine. Avant d'aller tout de suite dans des grands investissements, le premier truc, c'est d'avoir un minimum d'épargne pour pouvoir gérer les choses imprévues, gérer les difficultés qui pourraient arriver, gérer un licenciement aussi, on n'y pense jamais, mais voilà, ok? Il peut y avoir une réduction d'activité qui force une entreprise à devoir réduire ses effectifs. Il y a beaucoup de situations comme ça qu'on connaît, qu'on a connues, qu'on a vues, qu'on a vécues aussi, ok? Et quand ces situations arrivent, vous ne devrez pas être surpris. Quand je dis ne pas être surpris, ce n'est pas d'être surpris par la nouvelle, mais vous devez pouvoir avoir en place ce qu'il faut pour pouvoir tenir le temps de trouver un autre emploi, par exemple. J'ai dans mon entourage des personnes qui ont, par exemple, quitté leur emploi et qui, malheureusement, n'ont pas été validées pendant leur période d'essai dans leur nouvel emploi et qui se sont retrouvées sans revenus et qui n'avaient pas forcément imaginé cela et n'avaient rien, en fait, derrière pour pouvoir tenir. Et ça a été des moments très difficiles par lesquels ils sont passés. À un certain âge, commencez à vous projeter, commencez à réfléchir à la vie que vous souhaitez avoir, d'un point de vue financier, comment vous allez investir, est-ce que vous souhaitez être propriétaire, quel type de maison, où est-ce que vous souhaitez vivre. Donc vous allez commencer à acheter par exemple des terrains. Et donc pour acheter les terrains, il faut commencer à économiser pour acheter le terrain. À un moment, vous allez vous projeter pour acheter une maison. Même si vous faites un prêt à la banque vous demande de venir avec un apport. Donc l'apport, il faut commencer à l'économiser, à le mettre de côté. Ensuite, vous allez peut-être vouloir envoyer vos enfants étudier à l'étranger. Donc, ça a un certain coût. Donc, il va falloir commencer aussi à économiser pour mettre ça de côté. Donc, prenez cette habitude en fait d'économiser, de vous projeter dans le temps et donc d'économiser dans le temps. Plus vous vous y prenez tôt, plus c'est facile de mettre l'argent que vous souhaitez mettre de côté parce que ça vous demande moins de montant mensuel pour y arriver que quand vous y prenez dernière minute. Et c'est souvent quand vous faites des choses dernière minute que vous allez prendre des prêts avec des taux qui n'ont aucun sens parce que vous êtes sous pression, vous êtes obligé. Ou que vous vendez des biens que vous avez parce que vous êtes sous pression, vous allez vendre à des vil prix. Alors que l'idée, c'est quand on se construit un patrimoine, normalement, c'est de le développer et pas de le réduire. Donc, ce que vous avez acheté dans votre patrimoine, c'est pas pour le vendre, sauf pour le vendre, pour le réinvestir dans le patrimoine, pour le développer. Pas pour vendre, pour le consommer. Donc, vraiment, l'épargne est très importante. La partie investissement, on va le développer plus en détail prochainement. Mais voilà, je voulais juste vous partager ceci aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez des points que vous voulez rajouter à cette discussion, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai. Et on pourra continuer les échanges. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous encourage à faire connaître ce podcast qui est nouveau pour avoir encore plus de personnes pour nous suivre, pour nous motiver et continuer à vous fournir des podcasts de qualité. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.